L'univers avait conçu ce qui ne pouvait être décrit que comme la stratégie de survie la plus bureaucratique jamais imaginée, au sein du vaste tissu de la société galactique, où les espèces étaient classées avec l'exactitude clinique d'un contrôle fiscal. Ceux qui avaient le malheur de devoir traiter avec son ensemble de documentation en 17 volumes le connaissaient sous le nom d'indice de classification des prédateurs ICP, qui plaçait chaque créature sensible sur une échelle qui rendrait les actuaires d'assurance verts de jalousie. L'Empire Vorak était tout en haut de cette chaîne alimentaire cosmique. Ses habitants étaient charmants et brillants tactiquement, technologiquement et diplomatiquement, mais ils avaient la terrible habitude de considérer la conquête comme un petit amuse-gueule avant le plat principal. Ce que les anthropologues appelaient l'agression structurée était la force motrice de leur culture. Quiconque a déjà assisté à une réunion d'entreprise Vorak peut vous dire que c'était plutôt un chaos planifié. Mais les Vorak avaient maîtrisé tous les aspects de leur rôle de prédateur suprême. Une négociation tranquille pouvait se transformer en cratère en un clin d'œil grâce à leur vitesse, leur force et leur armement supérieur. Leur code de combat était comme un livre de recettes pour la bataille, jusqu'au détail de la façon d'assaisonner votre ennemi après qu'il ait été vaincu. Naturellement, les Vorak avaient dépassé l'acte réel de dévorer leurs ennemis, mais ils maintenaient encore certains rituels cérémoniels qui rendaient les invitations à dîner quelque peu inconfortables. Les Vorks étaient incroyablement agaçants parce qu'ils étaient si sûrs d'avoir raison. Ils possédaient des tableaux. Ils possédaient des graphiques. Il y avait 47 mesures distinctes de brillance prédatrice, et leurs recherches évaluées par des pairs le prouvaient. Des diplômes avancés en conquête théorique et en intimidation appliquée étaient disponibles dans leurs universités. En utilisant les données de perte des conflits célèbres, leurs enfants apprenaient les tables de multiplication. Les nombreuses espèces de prédateurs secondaires étaient méticuleusement disposées en dessous du Vortar dans cette hiérarchie parfaitement préservée. Des sociétés horriblement dangereuses, mais qui n'avaient pas cette chose qui distinguait les prédateurs les plus dangereux des autres. Parmi ceux-ci se trouvaient les spectres nébuleux gazeux, experts en guerre psychologique qui faisaient douter leurs ennemis de leurs décisions de vie, et les éclats cristallins dont les bords naturels pouvaient trancher à travers les plaques perforées. Les principales espèces de proies se trouvaient plus bas sur l'échelle. Les gens qui vivaient à cette époque étaient suffisamment sophistiqués technologiquement pour livrer une bonne bataille, mais ils n'étaient censés qu'amuser leurs supérieurs. Les habitants aimables et herbivores de Kepler 442b appartenaient ici même s'ils avaient une biotechnologie sophistiquée et la fâcheuse tendance à chercher la paix par l'empathie et la compréhension chaque fois que possible. Les espèces trop primitives pour être officiellement catégorisées, mais qui causaient occasionnellement suffisamment de difficultés pour nécessiter un traitement antiparasitaire, se trouvaient en bas de la liste des nuisances non classifiées. Ce groupe comprenait quelques centaines de sociétés qui n'avaient pas encore compris comment se soumettre respectueusement, comment voyager plus vite que la lumière ou comment établir des gouvernements structurés. Curieusement, les humains n'avaient pas encore atteint le niveau de distinction nécessaire pour être classés. Seulement 3 rapports concernant les humains avaient été reçus par le Bureau de classification galactique au cours des 100 dernières années, et chacun de ces 3 avait été classé comme des erreurs administratives insignifiantes plutôt que comme de véritables préoccupations. Tout le monde allait payer un prix élevé pour cette erreur. Debout dans la cale du navire marchand, Defiant Merchant, le lieutenant Kiravulov comptait 17 façons potentielles dont cette opération pourrait mal tourner, alors qu'elle regardait sa respiration se transformer en minuscules nuages dans l'air recyclé. Les fournitures médicales étaient transportées vers une colonie frontalière qui avait envoyé des demandes d'assistance de plus en plus urgentes et les systèmes environnementaux du navire avaient manifestement été créés par quelqu'un qui pensait que mourir de froid rendait une personne plus forte.
Kira avait un pessimisme pragmatique qui découlait de ses 6 années de service dans les marines coloniales terriennes et de ses 4 années en tant que consultante en sécurité privée. Une expérience amère lui avait appris que l'univers avait une politique consistant à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être et que cette politique était généralement appliquée au pire moment possible. Sa philosophie de vie se résume à ceci: être prêt à tout voyager léger et ne jamais avoir peur d'apporter des munitions supplémentaires. Le capitaine Morrison, un vieux loup de mer bourru, était le propriétaire légitime du marchand rebelle. Il maintenait son navire à flot grâce à un mélange de réparations ingénieuses de pots de vin astucieux et de ce qu'il appelait des rituels profanes protecteurs. Le navire était en fait un vieux cargo qui avait connu des jours meilleurs, des années liées par la détermination et ce qui semblait être une prière. Zérion 7, un globe avec une frontière litigieuse qui se trouvait être situé au carrefour de 3 revendications territoriales distinctes, était leur destination finale. L'Empire Vork le voyait comme un emplacement idéal pour une future conquête, alors que différents groupes de pirates le voyaient comme un dépôt de ravitaillement pratique. L'autorité locale poussait pour leur indépendance. Cela devint la distribution de fournitures médicales à la population civile, un test de logistique pleine d'espoir. Le capitaine Morrison avait été franc sur les dangers du travail et Kira l'avait accepté à cause du salaire élevé. Être honnête avec ses employeurs était important pour elle, car elle avait travaillé avec quelques personnes qui considéraient une évaluation précise des risques comme pessimiste. Le capitaine avait fait un excellent travail en décrivant le scénario. Il transporterait une cargaison précieuse dans un espace contesté avec peu de sécurité et un équipement de défense obsolète. Morrison Rodriguez, le navigateur du vaisseau Chen, et Kira composèrent l'équipage. Ils étaient une équipe chevronnée qui avait travaillé ensemble assez longtemps pour cultiver le genre de paranoïa qui maintenait en vie les travailleurs dans des emplois risqués. Avec seulement quelques outils, un peu d'imagination et quelques jurons, Rodriguez pouvait faire des miracles mécaniques. Si Chen devait tracer des itinéraires à travers l'espace dangereux, les théoriciens des probabilités devraient réévaluer leur profession choisie. Morrison peut utiliser un mélange de charisme de corruption et de tromperie stratégique pour traiter avec des autorités non coopératives. La tâche à accomplir était beaucoup plus facile pour Kira. Éliminer tout danger potentiel pour le vaisseau, préserver la cargaison et assurer la survie de chacun jusqu'à la fin de la mission. Avec son équipement qui était légalement interdit dans la plupart des mondes civilisés, mais incroyablement bénéfique dans les mondes non civilisés, elle avait apporté suffisamment d'armes et de munitions pour équiper une armée considérable. Il était clair pour elle que la situation était ironique. Transportant des fournitures médicales pour aider ceux en danger à cause d'un empire qui se considérait comme le sommet de l'évolution prédatrice, la voilà un être humain totalement inconnu de la société cosmique. Elle pensait à quel point le sens de l'humour malade de l'univers pourrait être drôle s'il n'était pas toujours mortel. À 03h47 du vaisseau, au milieu de ce que l'équipage avait espéré être leur période de sommeil, l'attaque s'est produite. L'idée que le cosmos honorerait leur désir de dormir était au cœur de cette phrase. Avec une précision qui indiquait soit un entraînement extraordinaire, soit une fixation malsaine sur le timing dramatique, 3 vaisseaux de raid Vorak descendirent de l'hyperespace. Alors que les sirènes du vaisseau commençaient leur hurlement frénétique, Kira bondit de sa couchette et attrapa rapidement son harnais d'armes. Les premières décharges d'énergie ont frappé leurs boucliers, faisant frissonner le marchand rebelle. Les lumières vacillèrent de manière sinistre, signalant que leur système d'alimentation allait faire l'objet d'un sérieux débat. Par l'interphone, la voix distinctement calme du capitaine Morrison crépitait. « Il semble que nous ayons des invités tout le monde. » La variété peu attrayante qui a sauté la planification des rendez-vous.
La réaction explosive et non imprimable de Rodriguez comprenait des spéculations sauvages concernant l'arbre généalogique des intrus et des liens possibles avec différents animaux de ferme. Dès son arrivée à son poste, Chen a commencé à organiser des manœuvres d'évitement, mettant à l'épreuve l'intégrité structurelle du vaisseau et de ses passagers. La précision hautaine des envahisseurs Vorak dans leur vol trahissait leur certitude inébranlable de leur propre domination. Ils semblaient avoir une conversation décontractée sur le temps qu'ils faisaient alors que leur vaisseau se déplaçait en formation parfaite suivant des tactiques d'assaut classiques. Le fait qu'ils abordèrent la réunion comme si ce n'était rien d'extraordinaire était horrifiant et dégradant. La deuxième vague d'attaquants a frappé juste au moment où Kira atteignait le pont. Les défenses obstinées des marchands s'effondrèrent avec un tintement de cristal et elle détecta l'arôme familier de l'air recyclé se mêlant à l'odeur des circuits surchargés. Les formes prédatrices élégantes des navires de guerre Vortek pouvaient être distinguées à travers les hublots. Leurs coques brillaient d'armements créés par ceux qui voyaient la surenchère comme une opportunité, non une contrainte. Choix possible. Morrison interrogea ses doigts tourbillonnant frénétiquement autour des divers panneaux de contrôle dans un effort pour extraire encore plus de performance des moteurs qui dépassaient déjà leurs limites prévues. Avec une grimace, Chen secoua la tête. Ils nous ont complètement acculés. Je suis désolé, mais le lecteur FTL est maintenant indisponible. Nos systèmes de propulsion principaux surchauffent et nous entraînent vers la Terre. Xerion 7, leur cible initiale, apparut soudainement au loin comme un site d'atterrissage d'urgence massif et inhospitalier. Personne ne pouvait s'empêcher de remarquer l'humour cosmique d'être poussé vers leur destination souhaitée, même si personne n'était d'humeur à en rire. Rodriguez a déclaré qu'il y avait des demandes de reddition qui arrivaient, sa voix tendue par une rage professionnelle qui, selon lui, provenait du fait d'avoir été réveillé au milieu de la nuit par des individus mal intentionnés. La méthode conventionnelle pour administrer Vorak. Leur culture manifestement supérieure veut nos biens, notre vaisseau et notre soumission complète et totale. Dans sa réponse, Morrison a utilisé un certain nombre de phrases qui sont catégoriquement interdites dans la correspondance diplomatique officielle. Informez-les que nous évaluons actuellement leur aimable offre et que nous aimerions prendre le temps de discuter des détails. Kira se dirigeait vers la zone de stockage des armes. Rodriguez avait installé un lance-missile en utilisant des pièces de rechange et ce qu'il prétendait être de l'intuition d'ingénieur. Les systèmes défensifs des défiants merchants comprenaient également 2 canons laser de l'ère moderne. Dans une confrontation directe avec 3 pillards, Vorak, leurs chances étaient à peu près aussi bonnes qu'un sandwich à une convention sur les régimes. Une autre décharge d'énergie frappa leur coque en plein milieu, faisant cabrer le vaisseau. Leur situation était passée de mauvaise à pire lorsque les voyants d'alarme ont commencé à clignoter d'un rouge urgent. Un son d'atmosphère s'échappant à travers une plaque perforée compromise pouvait être entendu quelque part au loin, selon Kira. Morrison annonça les positions de crash avec le professionnalisme calme de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes similaires grâce à un mélange de compétences et de chance. C'est notre perte. La chute des marchands rebelles vers Xerion 7 manquait à la fois de grâce et de volontarisme. Avec de la fumée et des débris traînant derrière lui, le vaisseau traçait un arc impressionnant à travers l'atmosphère de la planète, tandis que les pillards Vorak, qui avaient des compétences de vol superbes, tournaient en rond comme des vautours. Quand Kira se réveilla à nouveau, elle s'entendit gémir, ce qu'elle prit comme un signe positif, puisqu'elle pouvait encore faire du bruit. Reposant à ce qui pourrait être décrit comme un angle entre 2 formations rocheuses, le vaisseau spatial du marchand rebelle ne semblait pas pressé de reprendre sa carrière commerciale interstellaire. Le capitaine Morrison semblait avoir essayé de soumettre le panneau de contrôle à coups de tête, car il était conscient, mais arborait une blessure à la tête. Rodriguez hurlait méthodiquement dans 3 langues différentes, tout en examinant un bras fracturé qui était plié d'une manière esthétiquement et anatomiquement inappropriée.
Rodriguez a dit que le meilleur moyen d'agir était de maintenir Chen en vie pendant qu'il était inconscient. Bien qu'une partie de la soute ait été écrasée lors de l'atterrissage, il semblait que la majorité des fournitures médicales n'ait pas été endommagée. Personne ne pouvait accéder aux systèmes principaux du vaisseau. Leur système d'armement n'était plus fonctionnel et le réseau de communication était réduit à de la ferraille ornementale. Il semblait que les pirates Vorfak n'étaient pas pressés de réclamer leur butin. Leurs atterrissages étaient exécutés avec une précision contrôlée. Kira pouvait distinguer des individus en armure commençant à débarquer de leur vaisseau alors qu'ils atterrissaient sans presque aucun grondement d'air déplacé. Avec un bandage médical appliqué sur sa blessure au cuir chevelu, Morrison a noté qu'ils voudront des détenus. Avant l'exécution, le protocole Vorak nécessite un interrogatoire. Nous accorde un maximum d'1 heure avant de décider que nous ne sommes pas assez divertissants. Kira avait déjà commencé à récupérer des objets du kit d'urgence qui contenaient des médicaments décomprimés pour purifier l'eau et suffisamment de munitions pour assurer une dernière résistance mémorable. La planète semblait habitable, mais le paysage aride et les affleurements rocheux indiquaient que les humains devraient en faire preuve de créativité pour s'y installer. Elle a déclaré son intention de reconnaître la région tout en vérifiant le niveau de charge de ses armes. Trouver des refuges sûrs, des moyens de s'échapper et peut-être un moyen d'appeler à l'aide. Le son du rire de Rodriguez était plus frénétique que drôle. À qui est destiné un signal de détresse au bureau de classification d'une agence spatiale? Notre existence leur échappe. Lors de leur atterrissage imprévu, Kira a réussi à sortir par un trou. L'air sur cette planète était mince, mais respirable, et il avait une légère sécheresse due au manque d'humidité dans l'air. Elle pouvait distinguer les armées Vorpak se préparant à la bataille au loin, leurs armes reflétant la lumière étrange. Quittant le lieu de l'accident et suivant ce qui semblait être un chemin naturel vers un terrain plus élevé, elle était quelque peu dissimulée par les formations rocheuses. Trouver un endroit où ils pourraient faire leur dernier combat tout en causant le plus de problèmes possibles à leurs assaillants était au cœur de sa stratégie si c'était vraiment un plan. Ce n'était pas une stratégie pleine d'espoir, mais elle pouvait être mise en œuvre avec les ressources dont nous disposions. Un groupe de structures cristallines qui brillaient comme du verre brisé au soleil obscurcissait presque l'entrée de la grotte. Avec son arme prête, Kira Slowly s'approcha espérant ne rencontrer que des structures géologiques et peut-être quelques animaux sauvages locaux. Les 4 petits Vorak, en revanche, étaient éblouis ensemble dans l'obscurité, leurs yeux dorés reflétant la lumière de sa lampe de poche comme de petites étoiles. Avec leur apparence délicate et leurs grandes pattes, il était évident qu'il s'agissait de jeunes animaux âgés de quelques mois seulement. Non seulement cela, mais ils étaient visiblement affamés, blessés et terrifiés. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ironie de la situation. Elle avait trouvé leurs enfants abandonnés tout en étant poursuivis par des prédateurs suprêmes. Son détachement professionnel fut tranché comme un couteau chaud à travers le cynisme de niveau militaire par les petits gémissements que les petits faisaient en criant de douleur. Mal bandés avec ce qui semblait être des bandes de tissu, une de leurs pattes portait les marques d'une blessure. Un autre présentait des symptômes de famine qui, dans toute société civilisée, auraient nécessité une attention médicale immédiate. La pure praticité militaire était son instinct initial. Au lieu d'aider les petits Vorak, ne ferait qu'aggraver le problème car ils deviendraient des guerriers Vorak. Beaucoup moins logique et beaucoup plus humaine était son deuxième instinct. Peu importe leur race, ils étaient tous des enfants en souffrance. L'espoir que les petits ressentaient en la regardant était universel, transcendant même les frontières de leur propre espèce. Leur propre peuple les avait abandonnés à la mort dans la grotte d'une planète hostile. Maintenant, au lieu de la voir comme un simple prédateur, il semblait la considérer comme un sauveur potentiel. Une trousse médicale fut le premier objet que Kira récupéra de ses provisions d'urgence. Étant trop faible pour s'échapper ou peut-être réalisant qu'elle était leur seul espoir de survie, les petits la laissèrent s'approcher.
Elle commença à panser leurs blessures et à leur donner de l'eau, tout en réfléchissant à la façon dont l'univers venait de lui présenter son choix moral le plus difficile à ce jour. Les laisser derrière et se concentrer sur sa propre survie serait le choix judicieux. Malgré les répercussions potentielles, c'était la chose moralement juste à faire que de les aider. Elle a choisi d'incarner l'humanité. Au cours des 18 heures suivantes, Kira a appris qu'aucun programme d'entraînement militaire n'avait jamais couvert l'ensemble unique de compétences nécessaires pour s'occuper de 4 petits Vortak, tout en évitant leurs parents adultes. Les enfants qu'elle avait mentalement numérotés 1, 2, 3 et 4 faute d'un système plus imaginatif, semblaient se remettre de leur traumatisme à une vitesse fulgurante. Le premier était que le chef apparent du groupe avait une fourrure dorée tachetée de plus sombres rayures et ses yeux perspicaces qui semblaient planifier son prochain mouvement à tout moment. Bien que de petite taille, tout montrait une augmentation marquée de l'agressivité. Il avait une propension à grogner contre les ombres et semblait penser qu'un rapide coup de ses petites griffes pouvait résoudre n'importe quel problème. 3 semblait être l'éclaireuse du groupe. Elle s'aventurait souvent plus profondément dans le système de grottes, montrant un esprit aventureux qui aurait terrifié ses parents s'ils avaient été là. La plus jeune du groupe 4 était encore assez petite pour tenir sur les genoux de Kira et avait une personnalité confiante qui faisait réévaluer à Kira ses propres décisions de vie. Les équipes de recherche de Vortex avaient méthodiquement enquêté sur la région autour du site de l'accident, avec une précision militaire, et les cavernes offraient une bonne dissimulation, grâce à l'appareil de surveillance stratégiquement placé qu'elle avait récupéré du vaisseau. Kira pouvait les surveiller tout en s'assurant que les petits étaient en sécurité. Elle a découvert que communiquer avec ses protégés nécessitait qu'elle fasse preuve d'imagination. Il semble que les petits Vortak communiquaient en utilisant un mélange de vocalisation de signaux non-verbaux et ce qui semblait être un talent télépathique rudimentaire. En réponse, Kira a recouru à une combinaison de gestes humains de vocalisation rudimentaire et du genre de répétition patiente qu'elle avait employé dans le passé pour former des recrues particulièrement obstinés. Les petits comprenaient très vite les sons qui indiquaient le danger, l'eau ou la nourriture. Kira découvrit que les petits Vorak étaient bien plus intelligents que les renseignements militaires ne le lui avaient fait croire et qu'ils avaient une compréhension instinctive des dynamiques de meute, ce qui leur permit de l'accepter immédiatement comme leur chef de facto. Il fallait une chasse ingénieuse pour les nourrir. Avec de minuscules créatures qui ressemblaient à un hybride de lapins et de véhicules blindés, l'écologie de la planète présentait une variété de plantes apparemment nutritives. Les petits montraient une aptitude inattendue à reconnaître les plantes comestibles, suggérant une compréhension innée de l'approvisionnement alimentaire de la région. Ils montraient déjà des signes de développement d'instinct de chasse, bien qu'ils soient plus comiques que dangereux. 3 avaient maîtrisé l'art de la traque en se cachant derrière des rochers environ 1/10 de sa taille, tout en étant parfaitement visible pour quiconque ayant une vue fonctionnelle. Pour compenser son manque de compétences en furtivité, Bweo favorisait les techniques d'assaut direct chargeant les victimes avec un sens intrépide de l'objectif. Les plans les mieux élaborés pour les chasses en groupe se terminaient souvent en désastre dès que 4 personnes se laissaient distraire par des rochers étranges ou des bruits. Kira a commencé à remarquer que les petits la suivaient partout comme une petite parade, ce qui aurait été mignon si elle n'avait pas été si inquiète qu'ils ne deviennent un jour des prédateurs suprêmes conquérants de systèmes stellaires. Ils essayaient d'imiter chacun de ses mouvements et montraient un lien de dévotion inébranlable qui n'avait aucune limite. Kira commença à douter de sa connaissance de l'Empire Vortak pendant les heures paisibles, après le départ des groupes de recherche et le sommeil des petits. Selon les briefings militaires, ces enfants n'étaient pas des assassins au cœur de glace. Ils aspiraient avant tout à un abri, à de la nourriture et à un gardien. Ils étaient curieux joueurs et affectueux.
Le fait qu'ils aient été abandonnés par leur propre peuple au milieu d'un conflit territorial compliquait encore davantage les choses. Le fait que les adultes Vortak soient prêts à tuer leurs propres enfants pour des avantages tactiques soulevait de sérieuses préoccupations quant au manque de décence élémentaire dans leur culture tant vantée. Pendant le deuxième jour, Kira a détecté du mouvement sur son équipement de surveillance alors que les petits dormaient dans un endroit abrité près de l'entrée de la grotte. S'approchant de leur emplacement avec une précision méthodique qui indiquait qu'ils avaient enfin localisé le bon refuge, se trouvait une grande troupe de guerriers Vortak. Avant qu'elle ne détecte la menace imminente, les petits l'avaient déjà fait. Le genre de conscience accrue qui découle des mécanismes de survie innés fait que leurs corps se tendent et que leurs oreilles se dressent. Leurs traits trahissaient leur besoin de savoir quoi faire ensuite, alors qu'ils fixaient leur regard sur elle. Kira savait que son rôle de parent de substitution touchait à sa fin, mais elle n'était pas sûre si cela mènerait à une réunion sincère ou à quelque chose de bien plus durable et douloureux. Avec le même soin méticuleux qu'il avait maintenu en vie à travers 17 conflits majeurs et d'innombrables affrontements mineurs, le maître de guerre Texus s'approchait du système de grotte. Le silence était le mouvement pratiqué de son groupe de chasse. Ils gardaient leur capteur à la recherche des enfants enlevés, tout en pointant leurs fusils sur les possibles voies d'évasion. Même si les détenus avaient été divertissants, le vaisseau humain détruit avait été une grande déception en termes de coopération lors des interrogatoires. L'intransigeance des survivants, bien que louable avec modération, devenait fastidieuse lorsqu'elle était associée à l'apparente cécité de leur espèce face à des armes manifestement supérieures. La disparition des 4 petits, qui avaient été signalés disparus 3 jours avant le différend territorial, était plus préoccupante que les humains. Brex, Young Nexus et Corilla avaient tous disparu pendant l'évacuation, ce qui était préoccupant d'un point de vue tactique et embarrassant pour lui en tant que leader. Ses trackers avaient trouvé les marqueurs aromatiques uniques qui indiquaient la présence de Vorak dans ce système de grottes où ils étaient arrivés en suivant la route. Le bain de sang attendu qui aurait résulté de l'affrontement des louveteaux contre des animaux hostiles ou des troupes ennemies était notablement absent. Le maître de chasse Gark, son second, et un maître chaleureux a rendu un rapport calme. Plusieurs signes de vie ont été détectés par les capteurs thermiques à l'intérieur du complexe principal de grotte. Un minimum de 4 empreintes vortiques, plus une obscure supplémentaire. Grimaçant, Théus hocha la tête. Quel que soit l'animal qui avait trouvé les petits, il était probablement la source du signal inconnu, ce qui signifiait qu'il ne trouverait probablement rien de plus que des os lorsqu'il les récupérerait. Tragiquement, 4 potentiels petits avaient été mangés par la faune locale, mettant fin brusquement à ce qui avait commencé comme une expansion territoriale typique. Il avait déjà commencé à rédiger les rapports qui expliqueraient la perte. Avec leurs armes dégainées et leur stratégie coordonnée par des signaux manuels nuancés affinés au fil des années de combat, la meute prit position autour de l'entrée de la grotte. Quoi que ce soit qui ait enlevé les habitants de la grotte, allait bientôt apprendre que les prédateurs de haut niveau n'abandonnent pas leurs petits sans infliger une juste punition. Ce que Texis entendait sortir de la grotte était complètement inattendu. Il a confondu les bruits qu'il entendait avec ceux de jeunes Vorak plutôt qu'avec les grognements et rugissements d'un prédateur protégeant sa proie. Le jeune Vorak émettait des sons joyeux qui ressemblaient plus à des jeux qu'à de la détresse. À l'entrée de la grotte, une silhouette se matérialisa, incitant Garrix à lever son arme. C'était évidemment la femme du vaisseau abattu, mais elle semblait sans défense et affichait une sérénité mesurée qui trahissait son intention de négocier plutôt que de se battre. Au soleil, 4 silhouettes qu'elle reconnut se dressèrent derrière elle. En plus d'être en vie, Nexus Corilla et Brex semblaient en bonne santé, avaient beaucoup à manger et étaient totalement indemnes.
Leur excitation vive suggérait qu'ils avaient prospéré et non seulement survécu alors qu'ils se déplaçaient. De plus, Texus n'avait jamais vu une telle façon de traiter un humain. Comme si elle était un membre de leur meute, les petits se comportaient envers l'humaine. Ils suivaient chacun de ses mouvements, cherchaient ses conseils et montraient un niveau de protection envers leurs soigneurs qu'ils auraient dû réserver à leur propre espèce. Garcix avança avec son arme dégainée et les 4 juvéniles formèrent une barrière entre l'adulte et le danger potentiel. Texus dit « Baissez vos armes !» sa voix trahissant la perplexité qui accompagne la vue de quelque chose qui remet en question toutes les notions préconçues sur les liens entre les espèces. Selon ses dossiers d'emploi, son nom était Kira Vulov et on lui a dit de « baisser vos armes l'humaine ». Observait attentivement les événements comme si elle envisageait des stratégies potentielles et élaborait des plans pour de nombreux résultats possibles. Ses armes étaient prêtes, mais elle les gardait dans leurs étuis. Son langage corporel disait qu'elle était prête pour la bataille ou la discussion. « Maître de guerre !» proclama-t-elle. Son titre semblait étrange mais familier dans sa voix. Les petits ont été bien soignés et sont en bonne santé. Théus regardait la scène inconcevable qui se déroulait devant lui. 4 petits Vortacs abandonnés avaient été trouvés et non seulement n'avaient pas été tués, mais étaient soignés et protégés par un humain, une espèce si insignifiante qu'elle n'existait même pas dans le système officiel de catégorisation des prédateurs. Sa vision du monde soigneusement construite qu'il avait endurée pendant des décennies en raison de l'endoctrinement culturel et du service militaire commençait à montrer des signes de ce qu'on pourrait gentiment appeler des défauts structurels. Quand il a dit « tu les as protégés », sa voix trahissait le choc et la perplexité qui viennent de voir quelque chose de si choquant qu'il remet en question tout ce qu'il pensait savoir sur le monde. Tu les as protégés? Sa voix trahissait le choc et la perplexité qui viennent de voir quelque chose de si choquant qu'il remet en question tout ce que l'on pensait savoir sur le monde. Kira hocha la tête sereinement. Blessés et affamés, ils attendirent les secours. Ils avaient besoin d'aide. Malgré le manque de complexité dans son raisonnement, l'impact de son explication était néanmoins surprenant. Il n'y avait aucune trace de motif égoïste politiquement motivé ou stratégiquement motivé de sa part. Elle les avait simplement aidés parce qu'ils étaient dans le besoin. Dans une démonstration agressive de perplexité, Garce s'avança. « D'accord, maître chaleureux, je ne comprends pas. Des êtres comme nous sont des proies. Les progénitures des prédateurs ne sont pas protégées contre eux. Ils auraient dû les manger ou s'enfuir. » En réponse à l'attitude agressive de Garrix, la réaction du petit fut rapide et claire.